est une heureuse initiative. Cet accord nous a assuré, au terme d'efforts méritoires de négociateur en chef Michel Barnier, dont il faut saluer la ténacité, d'éviter une absence d'accord, expression devenue synonyme de cauchemar depuis le référendum du 23 juin 2016. Dans quelques semaines, un premier bilan de l'accord, entré en vigueur le 1er janvier de cette année, sera dressé. Quoi de plus naturel ? Évidemment, chacun a conscience des effets de la crise sanitaire, dont la gravité et la durée masquent les perspectives. Récemment, Monsieur le ministre, tout en saluant les mérites de l'accord, vous avez utilisé un fort joli mot pour qualifier ce qu'il n'abordait pas ou peu, en parlant de ses incomplétudes. Belle manière de ne pas nommer, je dirais plus directement, carence. Et il en est une que les membres de la Commission des Affaires étrangères et des Forces armées ne peuvent que souligner, celle des questions de défense, comme l'a souligné notre président Cambon. Si je regrette ô combien le départ de l'Union européenne de nos amis britanniques avec fracas et non sans tourment, je me rappelle que d'autres l'ont fait sans bruit sur la pointe des pieds, sur les plaines enneigées et glacées du Groenland en 1982. Vous auriez raison de me dire que comparaison n'est pas raison. La France et le Royaume-Uni sont deux puissances nucléaires, ont un siège au Conseil de sécurité et représentent 60% des dépenses européennes de défense, 80% des dépenses de recherche et développement dans ce secteur. Parler d'incomplétude me semble là, dans ce dossier, inapproprié. J'irai beaucoup plus loin avec force et conviction. Je mesure l'insistance mise par M. Barnier pour intégrer ces questions à l'accord. Et Londres, face à ces demandes, n'a pas jugé urgent d'inclure ce volet défense dans les discussions. C'est somme toute regrettable et loin d'être sans conséquence sur cet épineux sujet, objet de longues et complexes discussions entre la France, l'Allemagne et les 25 autres pays de l'Union. Faut-il ici convoquer les discours qui ont accompagné naguère l'impérieuse nécessité de construire l'Europe de la paix? Doit-on se remémorer l'intelligence collective qu'il a fallu déployer pour la reconstruction de l'Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale? Aujourd'hui, le rêve d'une défense européenne, je n'ose utiliser le mot, armée, reste une chimère, et laissons de côté la brigade franco-allemande à laquelle il faudra bien un jour donner corps. Or, il apparaît clairement que la France ne peut supporter à elle seule le poids de la défense de l'Union, le poids de la dissuasion nucléaire, alors que le Brexit est acté. Et surtout, que l'on n'apporte pas en guise de réponse l'existence de l'OTAN. Et qu'on ne dise pas que le départ des Britanniques ne change rien, puisqu'ils refusaient de conquérir pleinement à la politique de sécurité et de défense commune, alors même qu'ils l'avaient pourtant relancé par l'accord franco-britannique de Saint-Malo de 1998. L'OTAN a été sérieusement affectée par les errements de la présidence Trump et son successeur a bien des chantiers à entreprendre pour que nous puissions espérer un retour rapide à la normale. Or, dans ce monde où les dangers se multiplient, à l'heure où les crises régionales prospèrent et menacent les équilibres élaborés au lendemain de la chute du mur de Berlin, il ne nous est pas permis d'attendre. Et c'est une des leçons que nous devons tirer de cette incomplétude du Brexit. Voyez-vous, je l'ai employé 4 fois, Monsieur le ministre. L'Europe des 27 n'est pas seulement un grand marché. Elle n'a pas à se préoccuper uniquement des droits des consommateurs et de la libre concurrence. Elle a aussi une citoyenneté à bâtir et à défendre. Pour cela, outre les analyses indispensables du départ du Royaume-Uni, nous devons travailler rapidement, sérieusement, concrètement à l'élaboration de cette défense européenne. Ce chantier n'est pas seulement nécessaire, il est indispensable à l'heure où le multilatéralisme est à reconstruire. Il est vital pour que la puissance européenne ne soit pas un simple tigre de papier. Je vous remercie. Merci, Monsieur Guerini. La parole est à Monsieur Pascal Alizard pour le groupe Les Républicains.
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, ça a déjà été dit, mais je vais le redire, la sortie du Royaume-Uni n'est pas une bonne nouvelle pour l'Europe, mais c'est la réponse des Britanniques à un pari politique hasardeux lancé par le gouvernement Cameron. Il nous faut désormais faire avec, en respectant leur volonté, mais en conservant à l'esprit la nécessité d'une coopération dans de nombreux domaines avec nos voisins d'outre-Manche. Je rappelle la position unique du Royaume-Uni par sa proximité géographique et ses volumes d'échanges avec l'Union européenne. Certes, nous avons vécu les derniers mois de 2020 au rythme des aléas et des doutes, des postures dans les négociations en vue d'obtenir un accord. Le no deal, c'est-à-dire le scénario du pire, a été évité de justesse, mais rien ne sera plus comme avant. De profonds changements sont en cours qui affectent les citoyens, les entreprises, les administrations publiques et de nombreux acteurs, aussi bien dans l'Union qu'au Royaume-Uni. Ce ne sera plus business as usual, comme le souligne le négociateur Michel Barnier. Chaque côté du Channel, chacun se rassure, ne veut pas perdre la face, même si pour le Royaume-Uni, les compromis au cours des négociations n'ont jamais conduit à déroger à l'objectif de restauration de la souveraineté nationale, l'objectif central de la sortie de l'Union. Pourtant, je le crois, le Brexit est une situation perdant-perdant. Il affaiblit l'Europe à l'heure où les États-Unis sont fragilisés et à l'heure aussi où d'autres puissances décomplexées émergent et s'entendent. Je pense notamment au rapprochement russo-chinois ou russo-turc. Dans ce contexte, il nous faut poursuivre d'une manière organisée, comme le prévoit le présent accord, sur de nombreux sujets. Toutefois, des craintes demeurent, notamment liées à l'altération de la confiance au cours des négociations et aux aléas des premières heures d'application. Nous avions pu, avec quelques collègues du groupe de suivi, constater les difficultés, les lourdeurs lors d'une visite à Calais et à Boulogne-sur-Mer. Jusqu'au dernier moment, la question du droit de pêcher dans les eaux du Royaume-Uni a été un obstacle à la conclusion de l'accord. En Normandie, et ma collègue Morin Desailly l'a souligné à juste titre tout à l'heure, mais c'est vrai dans d'autres départements, le président Rapin l'a dit aussi pour sa région, c'est une activité importante et ces nouvelles règles âprement négociées ont d'abord été ressenties comme un soulagement, mais suscitent quand même des inquiétudes de la part des pêcheurs français et de toute la filière déjà affectée par la crise du Covid. Malgré une réduction de 25% des prises et les couacs, si vous me permettez l'expression, de début d'année, l'accès aux eaux britanniques est maintenu. Mais qu'adviendra-t-il dans quelques années lorsque l'accord devra être renégocié ? Les pêcheurs britanniques qui se sont sentis floués ne désarment pas sur les questions de souveraineté et se plaignent des prises perdues ou gâchées en raison des nouvelles contraintes administratives. Et ça a été dit aussi, je crois, par le président Rapin, la question des licences persiste. Cette question d'horizon est cruciale pour la profession car le coût considérable d'acquisition d'un bateau de pêche implique une longue durée d'amortissement. Dès lors, quel jeune voudra se former et s'engager dans le métier ? Quel banquier voudra lui accorder des crédits importants ? La reconversion, même subventionnée, n'est pas souhaitable car on le sait, la souveraineté alimentaire est l'un des défis du siècle et le sujet bascule ainsi de l'économie locale à la préoccupation stratégique. Quel sera l'avenir des ports français dans ce contexte post-Brexit et une économie maritime globale qui va continuer d'exploser ? La volonté affichée de faire de la France le hub de l'Europe nécessitera beaucoup d'efforts. Anvers et Rotterdam, déjà leaders, vont-ils sortir renforcés à notre détriment ? Les ports sont des actifs stratégiques. Les Chinois avant nous l'ont bien compris, eux qui investissent partout dans le monde et prennent progressivement le contrôle des opérateurs portuaires et du transport des conteneurs. Je note avec intérêt la coopération étroite prévue par l'accord entre les autorités policières et judiciaires nationales et l'échange rapide de données essentielles. Il permettra en outre une coopération efficace entre le Royaume-Uni, Europol et Eurojust. La criminalité internationale, le terrorisme, la cybercriminalité sont hélas des secteurs en croissance qui menacent nos sociétés. Face à ces dangers, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme doivent rester des priorités. Enfin, si les questions de défense ne figurent pas dans le présent accord, elles représentent un autre volet de la nécessaire coopération avec les Britanniques. Le président Cambon l'a à juste titre parfaitement rappelé, et nous devons poursuivre dans l'esprit du traité de Lancaster House
qui a fêté ses 10 ans récemment, les enjeux opérationnels et industriels sont importants. En conclusion, je dirais que nous avons de nombreux points de convergence et des intérêts communs avec les Britanniques. Le bon sens nous commande de poursuivre dans cette voie coopérative, mais les relations privilégiées avec les États-Unis et le Commonwealth leur assurent déjà une grande ouverture sur le monde. De plus, le Royaume-Uni entend bien revenir au-delà de Suez par sa demande d'adhésion à l'accord de partenariat transpacifique pour se rapprocher des économies asiatiques en forte croissance et son récent accord de libre-échange avec le Japon. Son intérêt stratégique pour l'Indo-Pacifique se confirme et sa présence militaire aussi, d'ailleurs, grâce à des capacités augmentées de projection de puissance. Dès lors, compte tenu de la marche du monde, y aura-t-il une véritable volonté de la part des Britanniques d'investir durablement dans la relation avec l'Union européenne ou d'opérer, comme les Américains ou les Russes avant eux, leur pivot asiatique? That is the question. Je vous remercie. Merci, monsieur Alizard. La parole est à monsieur Olivier Cadic pour le groupe Union centriste.